Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. On se demande sérieusement ce que veut finalement la CEDEAO moribonde. La CEDEAO à laquelle plus personne ne pense, y compris elle-même. La CEDEAO qui est devenue le cadet des soucis des Ouest-Africains. Une organisation défunte, fantomale, méphistophélique, une organisation vague. Une organisation que nul ne pleure. Une organisation qui a disparu sans deuil. La CEDEAO, une organisation erzatique, inutile, superflue. Une organisation Wuru-Fato, comme c'est souvent écrit sur certains de nos baka à Abidjan, Wuru-Fato. C'est-à-dire que quand tu montes dedans, toi-même, tu sais que tu peux mourir cadeau. C'est ce que c'est la CEDEAO, une organisation Wuru-Fato. Tu entres dedans, tu sais que tu es entré dedans avec le risque de mourir cadeau. Cette organisation qui est confrontée au spectacle incongru de son insignifiance, puisque depuis 1991 notamment, à la faveur d'une déclaration soi-disant des principes politiques, elle est devenue un instrument du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental pour exploiter, dominer, manipuler, piller l'Afrique de l'Ouest. Cette organisation qui a pourtant été créée par des chefs d'État, presque tous militaires, du Nigeria, du Togo, du Mali, du Bénin, du Niger, etc. Dans les années 70, exactement si je ne m'abuse, en 1975, cette organisation-là que vous voyez là, qui n'intéresse plus personne, c'est-à-dire que CEDEAO-là, même un ancien cure-dent usagé pendant 3 jours n'est pas plus important pour un Africain que la CEDEAO. On ne sait même pas où elle se trouve, on ne la cherche même pas. Quand elle tient ses réunions, elle est la seule à lire les comptes rendus de ses réunions. Si vous me demandez honnêtement, là maintenant, qui est le président de la CEDEAO, Wallahi billahi ta'ala, je ne connais pas son nom. Tellement ils nous ont dégoûtés de la notion d'organisation. Tellement ils se sont comportés d'une manière indigne que les Africains préfèrent donner de la valeur à leur série daga. Connaissez le série daga? Le série daga, c'est un petit récipient que mes frères musulmans utilisent pour leur toilette intime avant la prière, pour nettoyer les parties les plus indignes du corps avant la prière. C'est ça qu'on appelle série daga. C'est-à-dire que série daga, ça fait partie des récipients qu'on ne montre pas aux gens. Et la CEDEAO, c'est un série daga. On ne montre pas ça. C'est une partie honteuse de l'histoire africaine contemporaine. Voilà une organisation qui a été utilisée pour tenter de tuer 4 pays en moins de 4 ans. Ils ont tenté de tuer le Mali par des sanctions illégales, des sanctions criminelles, des sanctions illégitimes, des sanctions inhumaines, cyniques. Ils ont provoqué des milliers de morts chez nous, en Afrique, au Mali, en coupant l'approvisionnement des banques, en coupant la circulation des médicaments, en coupant la circulation de certaines marchandises, en tentant de paralyser l'État malien. Ils ont provoqué des milliers de morts au Mali. Non contents de cela, ils ont recommencé au Burkina. Blocage des fonds souverains au niveau de la Banque centrale, blocage des commandes de marchandises du Burkina Faso dans les ports de la CEDEAO, infiltration de groupes terroristes pour attaquer les pays réfractaires aux ordres du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental,
harcèlement médiatique et diplomatique, non content d'avoir tenté de tuer le Burkina en l'asphyxiant économiquement, financièrement, diplomatiquement, géographiquement, tactiquement, stratégiquement, militairement, ils sont passés sur le Niger. Quant au Niger, cette organisation moribonde de fantômes aux atomes crochus a même envisagé de monter une force spéciale pour attaquer le Niger. On a entendu les jarrets du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Alassane Draman Ouattara se dresser. Ceux de Patrice Talon qui sera talonné jusqu'à son étalement à la tête de sa petite protection faite par les troupes rwandaises à Cotonou. On a même vu le dormitif dormant, l'individu complètement morphique de Adebola Tinubu, lui aussi esquissé des pas de danse guerrière pour attaquer le Niger. Quant à l'individu très peu recommandable de Bissau, celui qu'on déshabille devant son peuple, avec son propre sourire et même, que dit, rire goguenard, le généralon Oumaro Sissoko Embalo, alias Guterres Madi, le pantin de Bissau, lui aussi s'était levé au nom de la CEDEAO pour monter une force anti-putsch. Lui pourtant, putschiste invétéré, putschiste compulsif, putschiste spontané. Embalo, un individu autant attaché au moindre dollar qui se promène dans l'espace qu'à la moindre lumière que procurent les lueurs éphémères du pouvoir terrestre. Embalo, encore un de ces individus superflus, une de ces nuisances d'apparence humaine, mais de réalité phacochérique, qui obstrue la marche du grand peuple d'Amilcar Cabral vers la modernité intégrale. En son temps était aussi là un certain Macky Sall, le vassal de Dakar, courant à U et à Dia, à gauche et à droite, par monts et vaux, pour rechercher la bénédiction papale des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux contre l'Afrique, vitupérant contre la lutte antiterroriste, menaçant lui aussi à travers sa ministre des Affaires étrangères d'alors, une certaine Aïssatou Tall, les pays panafricanistes souverains d'attaque. Oui, en ce temps-là, plastronnait encore au pouvoir un certain Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum. Lui aussi, flanqué de deux lieutenants aux mentalités buboniques. Hassoumi Massaoudou, ennemi du peuple africain. Renégat malien, incrusté dans la nation nigérienne tel un abcès purulent. Au pourrissement chronique, à la putréfaction abyssale. Et un autre illustre négatif disparu, le général Abou Tarka, grand cracheur d'insultes contre l'Afrique en lutte. Mohamed Bazoum ainsi accompagné et poussé dans le dos par son mentor suspect, Mahamadou Issoufou. Lui aussi était là avant que l'histoire de l'Afrique éveillée ne le rattrape dans sa maison et ne l'y mette au repos, avec le droit de manger et de boire, mais de ne plus déranger la terre, depuis le 26 juillet 2023. Cette organisation, la CEDEAO, est sortie du cœur des Africains. Les Africains s'en sont séparés sur le plan du corps, sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Si tu veux énerver un Africain, je veux dire un Africain véritablement informé de la marche de notre continent, prononce le mot CEDEAO. Même dans le sommeil d'un Africain, quand tu prononces le mot CEDEAO, il commence à faire des cauchemars. On n'aime pas la CEDEAO. Je voudrais le rappeler aux uns aux autres, hein, les derniers dirigeants de ce machin-là. Informez-les que les Africains, dans leur écrasante majorité, ne veulent plus les voir. Dites-leur que la prononciation du mot CEDEAO provoque des montées de tension. Que même chez nos mamans qui vendent au marché de Niamey, qui vendent
au marché de boire, qui vendent au marché de poto-poto, nos mamans qui vendent à Kinshasa, là, le matin, qui sont levés à 5 heures, si tu dis CEDEAO le matin, là, tu as gâté leur journée. On n'aime pas la CEDEAO. Et c'est fini. C'est fini, fini. CEDEAO, Abana, peu. S'il vous plaît, si vous rencontrez des derniers fantômes qui vont encore aux réunions de la CEDEAO, dites-leur que l'Afrique ne les aime pas. C'est-à-dire que l'Afrique les a vomis, l'Afrique les a rejetés. L'Afrique leur dit dans la langue bantou, et Douala, et Bomanamo, l'Afrique leur dit, soyez maudits. À Abidjan, on dit, leur maudia. Maudia de CEDEAO. Maudia. Je ne sais pas comment je peux leur expliquer que les Africains les détestent. Mais une détestation légitime, une détestation sainte, pure, une détestation qui est une guérison. Un Africain qui déteste la CEDEAO est un Africain qui se porte bien, il va bien. C'est-à-dire que c'est un Africain qui aime l'Afrique et qui s'aime lui-même et qui aime la vérité et la justice. Et oui, job, mais calmé. Un Africain normal, une Africaine normalement constituée déteste la CEDEAO. Non pas parce que haïr est un plaisir, non, mais parce que il y a des colères qui sont justes. Contre la CEDEAO, la colère africaine est juste. Nous détestons la CEDEAO parce que la CEDEAO est une organisation qui nuit à l'Afrique et qui a nuit à l'Afrique d'une manière spectaculaire. On ne veut plus jamais voir la CEDEAO. Il faut qu'ils m'écoutent, hein, parce que moi je suis écouté par des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions et des milliards d'Africains. Je suis en train de vous porter l'opinion raisonnée et objective de la plupart des Africains informés de la tentative d'assassinat du Mali. Notre Mali, là, que nous on aime, c'est ce que la CEDEAO voulait tuer. Tentative d'assassinat du Burkina, le pays des hommes intègres. C'est ce pays-là que la CEDEAO voulait tuer. Notre Niger, la terre de la grande reine guerrière Saraounia Mangou, le pays d'Abdourahmane Tchani, où maintenant le mantra se dit Laboussani no Zanchan Kassani. Ce pays-là, la CEDEAO voulait le tuer. On n'aime pas la CEDEAO. C'est une détestation morale, légitime, fondée, prouvée, démontrée. C'est une détestation sainte et pure. On ne les aime pas. Et on ne veut plus entendre parler de la CEDEAO dans nos vies. On demande à la CEDEAO de nous oublier. Et nous nous efforçons d'oublier la CEDEAO. Parce que la prononciation du nom de cette organisation trouble notre tranquillité. On ne veut plus voir ça. Tous les chefs d'État qui ont participé à cette tentative d'assassinat de nos patries africaines en train de s'éveiller, ils ont contracté une dette illimitée contre le peuple africain. On ne les aime pas. Dites à Alassane Ouattara qu'en Afrique, la plupart des Africains, l'écrasante majorité des Africains ne veut plus le voir. Dites-lui ça. Il est peut-être le seul à ne pas le savoir. On ne veut plus le voir. Alassane Ouattara, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Ne vous laissez pas tromper par les gens qui sont autour de vous pour récupérer vos jetons. Les Ivoiriens, dans leur écrasante majorité, ne peuvent plus vous encadrer. Vous allez voir ça bientôt. Tinubu, les Africains ne veulent pas vous voir. Les Africains, quand les Africains vous voient, ils sont tristes que vous existiez encore à la tête du Nigeria. On ne veut plus vous voir. Nana Akufo-Addo, quand vous allez quitter la présidence du Ghana, débrouillez-vous pour vous faire oublier par les Africains. Comme Macky Sall. Les Africains ne veulent pas savoir ce que fait Macky Sall. On veut même pas savoir si Macky Sall a respiré. Tellement il a été méchant envers le peuple sénégalais. Méprisant envers les Africains. Bazoum, s'il veut vivre tranquillement sa détention, qu'il ne parle plus aux Africains. Parce que lui, on ne veut plus le voir. On ne veut même plus l'entendre. Il y a des gens qui ont écrit des lettres à Bazoum. Ça, c'est une manière d'énerver encore les Africains. Parce que ce que Bazoum a fait quand il était président, l'Afrique n'est pas prête d'accepter ça. Dites à Mbalo qui se promène là que les Africains ne veulent plus le voir.
Je ne sais pas s'il n'est pas au courant. On ne veut pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il a mené une politique haineuse contre les intérêts souverains des Africains. Comme président de la CEDEAO. Il a nui à l'Afrique d'une manière objective. On ne veut plus le voir. Dites à Talon que quels que soient les plans qu'il fait à Cotonou pour contrôler le pouvoir par un troisième mandat, les Africains là, on ne veut plus le voir à la tête d'un État africain. On ne veut plus le voir, Talon. Il ne se rend même pas compte qu'au Bénin, on ne veut déjà plus le voir. Et que tous ceux qui le supportent sont ceux qui lui doivent leur vie quotidienne, immédiate. Tous les autres là, on ne veut plus le voir, Talon. On est dégoûté de lui. Son arrogance, son narcissisme, sa boulimie, sa voracité, son mépris des autres. Les Africains en ont soupé. Dites-lui qu'on ne veut plus le voir. Et c'est important que ces gens sachent cela. J'ai voulu parler de ce sujet pour leur relayer ce que je sais des Africains. Les Africains ne veulent plus voir ces gens de la CEDEAO. On ne veut plus entendre leur communiquer, on ne veut plus les lire. On ne veut plus les lire, on veut plus qu'ils parlent de nous. Qu'ils se rencontrent entre eux, qu'ils se racontent leur vie, mais qu'ils ne parlent plus de nous. Or, regardez-moi un communicaillon comme celui-ci. Voici ce qu'ils se sont permis d'écrire. Et qui a sorti les Africains de leur gond. Qu'est-ce qu'ils se sont permis d'écrire? Communiqué de presse, division de la communication. Le Parlement émet un avis favorable à l'adoption du budget de la communauté et plaide en faveur d'une prorogation du délai de retrait de 3 pays de la communauté. Abuja, mercredi le 11 décembre 2024. Le bureau du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Parlement de la CEDEAO, a vivement souhaité que la conférence des chefs d'État et de gouvernement adopte une mesure extraordinaire qui prorogera le délai de retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, prévu pour le 29 janvier 2025, afin de laisser place à de nouvelles réflexions et négociations qui éviteront la désintégration de la communauté. Voilà leur communiqué. Ça, c'est de la provocation. D'abord, ce communiqué n'a pas de lieu d'être. Pourquoi? Parce que quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés de la CEDEAO, en fin janvier 2023, ils ont précisé que c'était sans délai, avec effet immédiat. Et ils ont précisé qu'ils ne respecteraient pas les textes de la CEDEAO qui disent qu'il y a un délai d'1 an quand on veut se retirer, parce que les sanctions illégales, criminelles et inhumaines que la CEDEAO a appliquées au Mali, appliquées contre le Burkina, appliquées contre le Niger, n'étaient pas non plus dans les textes. À partir du moment où la CEDEAO n'a pas respecté ses propres textes, aucun pays n'est lié par les textes de la CEDEAO, dès lors qu'il annonce qu'il la quitte. Lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés de la CEDEAO en janvier 2023, ils ont bien précisé que le fameux délai prévu dans les textes de la CEDEAO ne s'appliquait plus à eux. Pourquoi? Parce que la CEDEAO elle-même n'a pas respecté ces textes. Prendre des sanctions d'embargo contre un pays sans littoral, ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. Mettre la main sur les avoirs souverains au niveau de la Banque centrale d'un État de la CEDEAO, ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. Fermer les frontières autour d'un pays de la CEDEAO, ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. Voilà quelques mesures que la CEDEAO a voulu prendre. Déclarer la guerre contre un pays de la CEDEAO, ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. Voilà les actes que la CEDEAO a pris au mépris de ses propres règlements. On ne peut pas respecter le règlement de la CEDEAO quand la CEDEAO ne respecte pas elle-même son propre règlement. Donc quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés, ils ont dit les clauses qui, dans un contexte normal de respect total des règles, prévoyaient que le retrait soit acté 1 an après l'annonce, ces clauses ne peuvent plus s'appliquer puisque l'organisation s'est auto-sabotée. Nous tous, on a lu la déclaration avec application immédiate. Nous avons tous lu cette déclaration en janvier 2023. On a tous bien compris. D'où vient-il que ce serait le 29 janvier 2025 que la sortie du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO devrait avoir lieu? D'où est-ce que ça vient?
La sortie a déjà eu lieu, c'est fini. Deuxième réaction qu'inspire ce communiqué. Ils se comportent comme s'il y a un événement particulier qu'ils attendent, au Mali, au Burkina ou au Niger, qui leur permettrait d'amener les dirigeants de ces États-là à changer d'avis. Or, quels sont les dirigeants qui, à la tête du Mali, du Burkina et du Niger, pourraient changer d'avis et décider de la réintégration du Mali, du Burkina et du Niger dans la CEDEAO? Les seuls dirigeants qui peuvent le faire sont des dirigeants néocolonisés, des dirigeants vassaux de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental. Or, le président Assimi Goïta a rompu avec le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a rompu la soumission du Burkina Faso au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Le président Abdourahmane Tiani du Niger a rompu la dépendance de son pays envers le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Par conséquent, la CEDEAO espère en réalité des coups d'État néocolonialistes au Mali, coups d'État néocolonialistes au Burkina et néocolonialistes au Niger pour pouvoir avoir à la tête de ces pays des dirigeants qui vont faire tourner Kazakh, qui vont renier la parole souveraine du peuple malien, du peuple burkinabé et du peuple nigérien. En fait, la CEDEAO espère des événements qui conduiraient à l'effondrement de la confédération de l'Alliance des États du Sahel et lui permettraient de récupérer, et bien sûr, les ruines attendues et espérées de sa confédération, récupérer, eh bien, sa suprématie. En réalité, le texte du 11 décembre s'inspire d'une compréhension superficielle des événements qui ont eu lieu au Moyen-Orient. Puisque les vassaux de la CEDEAO ont vu s'effondrer le régime de Bachar el-Assad, réputé soutenu par la Russie et soutenu par l'Iran, bref, par les puissances du monde multipolaire, ils ont cru que la fragilité qui apparaît avec la chute du régime de Bachar el-Assad offrait une fenêtre de tir pour intimider les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger, en leur disant, vous voyez comment ça vient de se passer avec Bachar el-Assad, il était soutenu comme vous par Poutine. Vous avez vu que Poutine ne peut pas le sauver. Poutine n'a pas pu le sauver. Eh bien, nous, on vous prévient qu'ici aussi, eh bien, votre alliance avec la Fédération de Russie ne vous sauvera pas. Vous tomberez comme Bachar el-Assad et nous, on vous attend pour vous réintégrer à ce moment-là dans, eh bien, la CEDEAO, tout comme la Syrie est en train d'être reprise en main par l'impérialisme américain et l'impérialisme moyen-oriental des pays sunnites qui l'entourent dans le cadre du duel entre les pays chiites et les pays sunnites au Moyen-Orient. C'est dans ce contexte-là que la CEDEAO a sorti son communiqué, prétendant que, dans la patience du temps, eh bien, l'AES s'écroulera et que la CEDEAO reprendra les choses en main. C'est donc dans le cadre d'un plan de déstabilisation sur le long terme. J'ai expliqué dans ma conférence précédente que la CEDEAO avait choisi la logique d'usure, la guerre d'usure contre l'AES. Et qu'ils se disent qu'il ne faut pas attaquer l'AES frontalement, ça n'a pas marché. Il faut au contraire endormir l'AES. Il faut caresser l'AES dans le sens du poil. Un peu comme les voyous, eh bien, impérialistes ont caressé Kadhafi avant de le faire tomber. Comme les mêmes ont caressé Bachar el-Assad avant de le faire tomber. Caresser Saddam Hussein avant de le faire tomber. Ainsi, il va falloir caresser Assimi Goïta, caresser Ibrahim Traoré, caresser Abdourahmane Tiani et les faire tomber les uns après les autres, puis rétablir l'ordre néocolonialiste français, l'ordre impérialiste occidental. Voilà le plan qui est caché derrière ce communiqué. Voilà pourquoi nous dénonçons ce communiqué comme étant nul et non avenu, comme étant un communiqué illogique, incongru, un communiqué creux, un communiqué vaseux, fangeux. C'est un communiqué méphitique, c'est un communiqué de faux sceptiques. C'est un communiqué abracadabrantesque, c'est un communiqué indigne de figurer dans les annales de la vie politique. Et il ne faut pas que les Africains fassent attention à l'esbrouf de la CEDEAO. C'est une organisation décédée. Elle s'agite dans son cercueil.
Toutes les 6 planches de son cercueil sont déjà fermées. Il va suffire d'enfoncer correctement les clous et de jeter beaucoup de terre pour que jamais elle ne ressorte de là où elle va descendre. Car elle a commencé à descendre. Voilà le premier sujet dont je voulais vous entretenir aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Tout d'un coup, une campagne de presse incroyable vient d'être lancée et qui allume un contre-feu contre la volonté de nos chers aventuriers ambigus qui ont pris le pouvoir au Sénégal en disant à notre peuple africain du Sénégal, nous allons incarner la rupture avec la France-Afrique. Nous allons enlever le genou que la France a placé sur notre cou. Oui, quand ils étaient opposants, ils étaient tout feu, tout flamme contre le néocolonialisme français. Ousmane Sonko et son acolyte Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À l'issue des négociations en prison, avec le régime de Macky Sall et la bénédiction des néocolonialistes, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont commencé à parler un autre langage. Négociation, compromis, entente, on va se parler. Ils ont dit qu'ils n'étaient plus dans la rupture et qu'ils étaient dans la réforme. Mais la rue sénégalaise a commencé à gronder. Le peuple sénégalais a commencé à nouveau à manifester. Et des panafricanistes révolutionnaires se sont retrouvés en garde à vue à Dakar pour avoir demandé à Bassirou Diomaye Diakhar Faye de tenir la parole qu'il avait donnée au peuple sénégalais avant de devenir président de la République du Sénégal. On a aussi entendu de temps à autre la voix, bien tendue, du député Guy Marius Sagna, certes solidaire du régime Pastef, mais quand même ayant une certaine distanciation critique qui lui a permis de tacler le projet de visite du président Macron le 1er décembre 2024 à Tiaroy, où se célébrait le souvenir du massacre de plusieurs centaines de soldats africains par l'armée française. Les aventuriers ambigus de Dakar, comme je les ai appelés avec raison, commençaient à être mal à l'aise. C'est ainsi que Bassirou Diomaye Diakhar Faye se précipita devant les micros de la presse d'État française pour sonner un son de cloche. Oh! Combien inattendu. Bassirou Diomaye Diakhar Faye fit la déclaration suivante. Donnons-lui la parole. Que dit alors Bassirou Diomaye Diakhar Faye? On ne peut pas mieux parler que lui-même. Il alluma littéralement le néocolonialisme français d'une seule petite phrase. Une annonce qui intervient quelques jours entre la France et le Sénégal. C'est un nouveau chapitre qui semble s'ouvrir. Bassirou Diomaye Faye avait promis, en étant élu, de rétablir la souveraineté de son pays. Chez nos confrères de France 2, le président sénégalais prévient, la France va devoir désormais fermer ses bases au Sénégal. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Comme ça, parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Une annonce qui intervient quelques jours après que Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, ait remis au président de la République un rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire sur le continent. La France avait prévu de réduire sa présence militaire en Afrique, mais néanmoins de la conserver, avec notamment une centaine de soldats au Sénégal, tout comme en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Le président sénégalais l'assure néanmoins, il ne s'agit pas d'une rupture avec la France. Bassirou Diomaye Faye a même salué une autre décision d'Emmanuel Macron. Pour la première fois, un président français évoque un massacre contre des tirailleurs sénégalais sur le camp de Tiaroy, il y a 80 ans. J'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité. En 1944, des dizaines de tirailleurs sénégalais qui, à la fin de la guerre, demandaient à la France le paiement de leurs soldes avaient été tués par des militaires français.
Les commémorations doivent avoir lieu ce dimanche au Sénégal. Emmanuel Macron a présenté ses excuses pour ne pas pouvoir y assister à cause de contraintes d'agenda. C'est pas un problème d'agenda qui a empêché M. Macron de venir. C'est qu'il savait que l'opinion sénégalaise est massivement remontée. Le président Macron savait que l'opinion sénégalaise et africaine en général est massivement remontée contre lui. Venir à Dakar le 1er décembre 2024, c'était prendre le risque de soulever en réalité des colères populaires. La jeunesse sénégalaise n'est pas sur la même longueur d'onde que le pouvoir. Le pouvoir négocie. Le pouvoir fait, comme il le dit, des compromis. Le pouvoir fait dans l'ambiguïté. Mais le peuple sénégalais, là, qui a élu, Sonko et Diomaye, ce peuple sénégalais, lui, il ne veut plus voir de militaires français sur son sol. Et même pas de compagnie de mercenaires habillés en civil. Ça, c'est la volonté de l'écrasante majorité des Sénégalais. Allez les interroger. Donc, en fait, c'est sous la pression de la rue sénégalaise, sous la pression de l'opinion panafricaniste, et sous la pression morale de leurs propres promesses faites avant d'être élus. Car avant d'être élus, quand ils étaient opposants, qu'est-ce qu'ils disaient? Donnons la parole à M. Sonko. M. Sonko, revenez avec la théorie du genou pour qu'on sache ce que vous disiez quand vous cherchiez le pouvoir auprès des Sénégalais. Vous aviez dit quoi? Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. Voilà. 7 siècles de misère fait de traite humaine. Oui, c'est Ousmane de colonisation. Oui. Et aujourd'hui de néocolonisation. Voilà. Cela suffit. Voilà la doctrine. Il est temps que la France nous foute la paix. Il avait encore son cerveau. Oui. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. Ah. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. Oui. La 3e ou 4e puissance économique du monde. Oui. L'Allemagne n'exploite aucun pays. Ah. Aucune colonie. Ah. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Pourquoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place? Cela doit cesser. Et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. Très bien. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Bon, c'est comme cela qu'il s'exprimait quand il cherchait à être élu par les Sénégalais. Et les Sénégalais n'ont pas oublié que c'est pour cela qu'ils les ont élus. Donc, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, maintenant au pouvoir, sont sous la pression. D'abord du peuple sénégalais. Parce que le peuple sénégalais tient à ce que les promesses soient tenues. Il veut que les militaires français se retirent tous jusqu'au dernier. Il ne veut même pas qu'il y ait des mercenaires français au Sénégal. Donc, il ne faut même pas rester en civil, comme l'imaginait le général Didier Castres. On n'en veut pas en Afrique. Aucune occupation militaire française n'est tolérable en Afrique. Aucune. Et aucune occupation militaire néocolonialiste et impérialiste n'est tolérable, de quelque puissance que ce soit. Les seules armées autorisées à être présentes en Afrique par les peuples africains sont celles qui participent aux côtés des peuples africains à la lutte anticolonialiste et anti-impérialiste. Ce sont des armées d'alliés pour la libération du continent. Elles sont provisoirement tolérées dans le cadre de relations de réciprocité et d'une fraternité pour la libération. Vous comprenez? Voilà la position sur laquelle Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont été portés à la tête de l'État du Sénégal par le peuple. Donc, ils ont la pression de ce peuple. Les membres de leur propre parti, PASTEF, n'ont pas manqué de leur dire qu'on ne les sent plus. Il y a des débats dans PASTEF pour dire Président, on ne vous sent plus. C'est pas sur cette base qu'on vous a élu. Tout le peuple sénégalais, tous les Africains nous regardent. Il y a des petites choses que vous faites là qui font honte. Par exemple, vous appelez l'Union européenne à venir vous aider à surveiller la frontière avec le Mali. Président, c'est pas tout à fait ce que vous aviez promis.
Vous aviez dit que dès que vous arrivez au pouvoir, vous allez mobiliser l'armée sénégalaise pour aller accompagner l'armée malienne dans le combat contre les terroristes. Président, on n'a pas vu ça. Oh, vous aviez dit que vraiment, jamais le Sénégal ne pourrait être complaisant envers ceux qui attaquent les pays du Sahel. Et voilà que l'ambassadeur d'Ukraine, en place à Dakar, avoue avoir participé avec les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique et avec la bénédiction de l'Algérie et de l'OTAN à l'attaque contre Tinzaouaten au nord du Mali. Et vous vous contentez de lui faire des remarques verbales et de le laisser tranquille en maintenant les relations diplomatiques avec l'État ukrainien coupable d'attaques terroristes contre le Mali. Les militants de PASTEF ont beaucoup ressenti de la honte. J'ai vu leur malaise sur les réseaux sociaux, où pourtant ils étaient très prompts à nous insulter comme du poisson pourri, à la moindre critique contre Sonko et Diomaye. Là, l'épisode les a douchés. Quand le Sénégal a fait preuve de mollesse face aux criminels de Tinzaouaten. Même PASTEF a commencé à grincer les dents. Ousmane Sonko et Diomaye se sont mis à être en difficulté dans leur sortie en Afrique. Diomaye s'est mis à chercher dans quel pays il peut aller sans se faire critiquer. Ils se sont mis à se promener sur la pointe des pieds, comme des chats en Afrique, alors qu'ils étaient adulés, aimés par les Africains. Ils ont fait des visites en Afrique de l'Ouest sans soulever des foules. Alors que si Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et Ousmane Sonko étaient restés fermes sur les bases qui leur ont permis de gagner le soutien du peuple sénégalais, leur arrivée à Bamako, à Ouagadougou, aurait déclenché des raz-de-marée populaires. Ils ont visité la capitale malienne et la capitale burkinabé incognito, s'en allant la nuit, avant même que le jour se lève, de crainte que la population ne se fâche contre eux. Parce que la population est au courant de leur aventure ambiguë, typique de fameux personnages du roman de Cheikh Hamidou Kane, l'aventure ambiguë, le fameux personnage étant Samba Diallo. Partagé entre la soumission au néocolonialisme et l'adhésion à l'émancipation et à la tradition africaine. Samba Diallo meurt de n'avoir pas choisi clairement la liberté, la souveraineté, la dignité de son peuple et d'avoir voulu gagner en étant tantôt du côté des maîtres et tantôt du côté des esclaves. C'est comme cela que ça s'achève pour le personnage de Cheikh Hamidou Kane dans le célèbre roman. Et c'est dans cette posture Samba Dialloyenne que se sont installés depuis qu'ils sont au pouvoir Diomaye et Sonko. Mais là, devant la pression donc du peuple, la pression de l'opinion panafricaine, ils ont ressenti le besoin de marquer un coup. Voilà pourquoi Bassirou Diomaye Faye a frappé ce grand coup médiatique devant les journalistes français. Mais si vous écoutez toute son interview, vous vous rendez compte qu'il s'est empressé de rassurer la France, de rassurer le gouvernement français actuel, en disant qu'il n'y avait pas de délai tranché. Il s'est empressé de rassurer sur le fait que le départ se fera dans le cadre d'une négociation, que rien ne sera fait de manière brusque, bref, que la partie française sera ménagée. Ce que les gens n'avaient pas vu, c'est que Bassirou Diomaye est confronté à une autre pression. Ce n'est pas seulement la pression du peuple qui veut le départ des troupes néocolonialistes françaises et impérialistes américaines. Non! Ce n'est pas simplement la pression des opinions panafricanistes africaines qui pèsent sur les épaules de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, les deux patrons de l'exécutif du Sénégal. Il y a une autre pression que vous n'avez pas vue. C'est la pression des faucons de l'ancien régime néocolonialiste, l'ancien régime néocolonisé. C'est la pression des ministres, des caciques du régime Diomaye Sonko actuel qui sont en réalité des pions de la France-Afrique. Et c'est le cas notamment du ministre de la Défense, le général Biram Diop, qui est sorti de la cuisse du néocolonialisme français par opération par césarienne. J'avais déjà donné des conférences ici pour expliquer aux Sénégalais et aux Africains qu'on risquerait d'assister au Sénégal à une situation de tricéphalisme. D'une part, Ousmane Sonko, qui a été empêché d'être président de la République et qui dans sa tête l'est toujours et se comporte comme tel, puisqu'il est d'ailleurs le président du parti au pouvoir, PASTEF. De l'autre côté, Bassirou Diomaye Faye,
qui est la pièce de réchange d'Ousmane Sonko, mais qui est quand même le président de la République, chef de l'État, et qui serait tenté d'exercer éventuellement ce pouvoir sans en référer à celui qui est en réalité son parrain et son modèle, Ousmane Sonko, son premier ministre, le subalterne étant en réalité le patron du parti, et le chef de l'État étant le patron du parti, c'est-à-dire le patron de son patron. On a connu au Cameroun cette situation entre Ahidjo et Paul Biya, on sait comment c'est fini. On a connu des situations similaires un peu partout, on sait comment le pouvoir divise les gens. Mais j'avais dit dans ma théorie de la trilogie sénégalaise qu'il y avait un troisième personnage qu'il ne fallait pas négliger. C'est le général Biram Diop, ministre de la Défense. Lui, il n'est pas du pouvoir PASTEF. Ce n'est pas un panafricaniste. Ce n'est pas un révolutionnaire. Ce n'est pas quelqu'un qui est un anticolonialiste. Ce n'est pas un anti-impérialiste. Il doit toute sa carrière à la paternité du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Étudiez son CV, vous verrez qu'il est directement venu, littéralement, de ce filon. Lui, je l'ai remarqué à une occasion. En l'absence du Premier ministre Ousmane Sonko, en déplacement à l'étranger, il a assuré l'intérim de la direction du gouvernement pour une cérémonie de sortie d'une promotion, une promotion de soldats. Et à l'occasion de cette sortie d'une promotion de soldats au Sénégal, le général Biram Diop a tenu un discours qui m'a effrayé et qui m'a alerté sur le fait qu'en fait, il se comportait comme le véritable homme fort du Sénégal. Dans ce discours, il a dit ni plus ni moins que ceci: nous allons d'une manière ou d'une autre ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. C'est-à-dire que même le président Bassirou Diomaye Faye, qui avait été mis en mission par la CEDEAO pour tenter de ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO, même le Premier ministre Ousmane Sonko, qui lui aussi avait cette mission, avec beaucoup plus de délicatesse, aucun d'entre eux ne s'était permis de parler comme ça du Mali, du Burkina et du Niger comme des enfants qu'on va aller rechercher dans la cour et qu'on va ramener de manière autoritaire à la maison. Quand vous écoutez l'allocution de Biram Diop, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un faucon france-africain. Vous vous rendez compte qu'il n'a rien à voir avec PASTEF. Et il le dit à qui veut l'entendre. Je ne connais pas Sonko, je ne connais pas Diomaye. Je les ai découverts quand on m'a nommé ministre de la Défense et j'apprends à les connaître. Sinon, je ne les connais pas, je n'ai rien à voir avec eux. Il le dit à qui veut l'entendre. Je ne les connais pas. Non, mais s'il ne les connaît pas, ils l'ont nommé pourquoi? S'il ne les connaît pas vraiment, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, ça veut dire que ce n'est pas eux qui l'ont nommé. Il leur a été imposé parce qu'il est le garant des intérêts du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental au Sénégal. J'avais dit cela, oui ou non? Vous êtes mes témoins ici. Parce que moi, je dis toujours mes choses et après, quand ça commence à se vérifier, je rappelle les choses que j'avais dites. Est-ce que je vous ai dit ici qu'il y avait un problème avec ce Biram? Est-ce que je vous ai dit ici que Diomaye et Sonko ne contrôlent pas l'armée sénégalaise? Et que l'armée sénégalaise est en fait un contre-pouvoir? Est-ce que je l'ai dit? Vous vous souvenez de la quantité d'insultes que les partisans de Diomaye et Sonko ont déversées sur moi à cette occasion, oubliant ma modeste contribution à la défense de leur combat quand ils étaient dans le rouge, quand Diomaye et Sonko étaient en prison? Vous vous souvenez de ce qu'ils ont dit? Vous vous souvenez de tous les maudits qu'ils ont déversés sur moi? Moi, j'avais dit que d'autres événements auraient lieu plus tard qui permettraient de me donner raison. Maintenant, vous êtes mes témoins. Vous me donnez raison ou pas? Lisons ensemble ce qui est sorti dans la presse ces dernières 48 heures. Je vais vous lire un article sorti dans la presse ces dernières 48 heures. Des généraux sénégalais s'opposent au retrait des bases françaises. Les généraux sénégalais s'opposent au retrait des bases françaises. On va lire ça. C'est un article publié par Afrique Confidentielle. Il a été publié le 11 décembre.
Le journal s'appelle afriqueconfidentielle.com. Il est intitulé « Des officiers sénégalais s'opposent à la fermeture des bases françaises ». Les médias français, tout comme leurs confrères africains, ont vite déclaré le départ de l'armée française du Sénégal. Ceux qui ont écouté et réécouté les propos du président Bassirou Diomaye Faye se sont rendus compte que le jeune président a tout dit, sauf que les bases militaires seront fermées. À la question posée lors de cet entretien, Diomaye a répondu par une autre question, en faisant allusion aux soldats de la Russie et de la Chine en tenue militaire sur le sol français. L'autre bout de son entretien porte sur le délai fixé pour le départ des soldats français. Il n'y a pas de délai de rigueur, a-t-il déclaré. Diomaye Faye n'a donné ni de date, ni affirmé la fermeture des bases. Devrait-on alors comparer le Sénégal et le Tchad, ce pays qui a déjà démarré le retrait des soldats français ce 11 décembre 2024? Ce jour-là, des avions de chasse de l'armée française ont commencé à quitter les bases tchadiennes. Et Paris et N'Djamena sont convenus des modalités de retrait. C'est tout le contraire au Sénégal. La fermeture des bases militaires est une question purement sécuritaire. Il ne revient pas au président de la République de prendre cette décision, seul, en 4 jours. Et l'article continue. Les hauts gradés de l'armée ont leur mot à dire. Or, il s'est trouvé que les généraux de l'armée sénégalaise s'opposent à la fermeture des bases militaires françaises. La raison est simple. L'armée sénégalaise développe un partenariat très fécond avec l'armée française en termes de formation, de coopération militaire et d'échange de renseignements. Les bases militaires françaises comptent des outils techniques qui aident l'armée sénégalaise dans sa lutte contre l'insécurité. L'armée française aide aussi le ministère de la Pêche dans les patrouilles maritimes pour lutter contre la pêche illicite et clandestine. À chaque sortie, ce sont les avions de l'armée française qui sont utilisés pour mener ces patrouilles avec la direction de la surveillance maritime. Toutes ces patrouilles sont faites aux frais de l'armée française. Les pays africains ont plus à perdre qu'à gagner dans cette fermeture des bases militaires. Il est possible de procéder à la réduction de l'effectif de l'armée française à Dakar, mais la fermeture définitive des bases n'est pas à l'ordre du jour dans les rangs de l'armée. Cette décision n'est pas politique, elle est sécuritaire, ce que certains chefs d'État civils semblent ignorer. Fin de citation de l'article. Vous avez entendu? Je tiens à préciser que je ne suis pas l'auteur de cet article. Je ne connaissais pas ce site avant la publication de cet article. Je découvre ce site avec la publication de cet article. Face à un article comme celui-ci, il faut se demander, mais qui est derrière l'article? Parce qu'un article comme ça ne peut pas être écrit sans qu'il y ait quelqu'un qui est derrière. Pour savoir qui est derrière l'article, il faut savoir à qui il profite. Vous ne pouvez pas savoir qui est derrière cet article d'Afrique confidentielle si vous ne vous demandez pas à qui il profite. Mais qui ne voudrait pas que les bases militaires françaises se retirent complètement du sol africain? Qui ne veut pas que les bases militaires françaises se retirent complètement du sol africain? Mais c'est le gouvernement français actuel, c'est Emmanuel Macron et son principal représentant en Afrique, à savoir donc Jean-Pierre Bockel, l'a clairement dit. Je vais lui donner la parole. Pour qu'on sache à qui profite l'article, il faut savoir qui ne veut pas que les bases militaires françaises partent. D'abord, qui ne veut pas? Ça c'est sûr. Le gouvernement français actuel ne le veut pas. Je vais retrouver les déclarations de M. Bockel. Bockel, base militaire. Les déclarations de M. Bockel au mois de novembre passé, après sa tournée en Afrique et le rapport qu'il a remis au président Macron. Voilà, je lui donne la parole là, il va expliquer que il n'y a pas de demande de départ des bases militaires françaises. Ok, hop, je lui donne la parole. Pour qu'on sache qui ne veut pas que les bases militaires françaises partent. C'est d'abord le gouvernement français actuel. Ok. Le Gabon, la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal. Chaque pays a ses spécificités. Je reviens. N'est pas demain le nombre de soldats que constitue positif. En fait, le cas Conseil de défense à l'Élysée sur ce sujet le 23, les responsables des pays, les sociétés, peut-être partout sur le continent. Alors d'abord, un échec politique sûrement, un échec tactique. Je vais trouver la phrase. D'abord, de continuer et d'approfondir un dialogue avec les pays du périmètre, les 4 pays que vous avez. Non, je reprends vraiment cette vidéo. Tout à l'heure, à commencer par les chefs d'État. Là, il parlait à Marc Perelman. Je prends dès le départ. Je prends dès le départ. Pour qu'on comprenne Bonjour et bien. bienvenue en tête-à-tête. Qui ne veut pas que les bases militaires françaises ferment? Notre invité aujourd'hui, c'est le gouvernement français. C'est Emmanuel Macron, c'est M. Bockel, président de la République française, auprès des 4 pays africains concernés par la reconfiguration du dispositif militaire français, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal,
le Gabon et le Tchad. Bonjour Jean-Marie Bockel. Bonjour. Vous êtes ancien secrétaire d'État, notamment à la coopération. Alors, le point de départ, c'est le fait que la France a été poussée dehors de 3 pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger, un échec, il faut bien le reconnaître. Suite à ça, le président de la République a décidé une reconfiguration du dispositif militaire. Alors, est-ce que vous êtes en charge d'organiser cette retraite d'Afrique pour finalement masquer le fait qu'on ne veut plus de la France, peut-être partout sur le continent? Alors d'abord, un échec politique sûrement, un échec tactique et militaire, non. Et même d'un point de vue politique, concernant les 3 pays que vous avez cités, s'il n'y avait pas eu l'opération Barkhane, il n'y aurait peut-être plus de pays aujourd'hui. Donc il faut faire la part des choses. Mais un échec quand même, sinon nous ne serions pas partis. Et les djihadistes ensuite, Alors Bockel, j'aime toujours l'interrompre quand il dit ça. S'il n'y avait pas eu d'opération Barkhane, il n'y aurait pas de pays du tout. Mais l'opération Barkhane, elle est venue après quoi? Après que la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, donc l'OTAN, ait détruit la Libye en association avec les 2 organisations terroristes que sont l'État islamique et Al-Qaïda. Donc Barkhane est venu combattre les terroristes que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont armés en Libye. C'est ce qu'on appelle justement une stratégie de duplicité de pompiers pyromanes. Donc, quand on veut présenter Barkhane comme une force qui a sauvé le Sahel, il ne faut pas oublier que l'armée française a participé à sa déstabilisation. Et je cite toujours, quand j'écoute ce morceau-là, les propos du président Emmanuel Macron au Figaro, juin 2017. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. On ne peut pas présenter Barkhane comme une force qui a sauvé l'Afrique, alors qu'on sait que l'armée française a contribué à la déstabiliser. Il s'agissait d'une opération, en réalité, d'intelligence stratégique, consistant à fragiliser l'Afrique pour imposer la présence militaire occidentale en Afrique et le contrôle des richesses faramineuses de l'Afrique. Les Africains le savent. Aucune armée de l'OTAN n'est venue sauver l'Afrique. Elles sont venues consolider des intérêts. Et ce sont elles qui ont été à l'origine de la grande déstabilisation de 2011. L'assassinat de Kadhafi, la destruction de la Libye et l'invasion du Sahel font partie du plan de l'OTAN. C'est ce qu'Obama a appelé « We will finish the job ». Mais écoutons M. Bockel pour savoir qui est derrière l'idée de maintenir les bases militaires françaises en Afrique. Qui profite de l'article que nous avons lu tout à l'heure? Ensuite, oui, mais enfin, les pays existent toujours. Ensuite, la France ne veut rien masquer. Et ma mission, il dit le contraire de ce qu'il fait. D'abord, de continuer et d'approfondir un dialogue avec les pays du périmètre, les 4 pays que vous avez cités tout à l'heure, à commencer par les chefs d'État, mais également les responsables des pays, les sociétés civiles, pour envisager. Évidemment, il ne faut jamais avancer masqué, donc envisager il faut jamais avancer masqué. Une réduction de l'empreinte. Pourquoi le rapport est confidentiel? Au profit d'un partenariat de défense qui soit complètement renouvelé, ce qui ne veut pas dire, sauf si les pays le souhaitent, mais ce qui ne veut pas dire de notre fait un désengagement. Et le détail des discussions que j'ai pu... Ça vient. On a juste une interruption de réseau. Petite interruption de réseau, ça va se résoudre. Un instant, mes amis. C'est juste le réseau qui flotte, ça va aller. Déjà avoir avec 3 pays, c'est d'un côté un sentiment partagé dans le cadre de cette co-construction que ce n'est pas le nombre de soldats qui compte dans le monde qui vient, c'est la qualité du partenariat. En réponse à un certain nombre d'attentes de ces pays pour conforter la dimension souveraine de leurs outils de défense, notamment par rapport aux nouvelles menaces, djihadistes et autres. Et nous sommes dans cet état d'esprit qui est un état d'esprit, somme toute, très partenarial. Alors, il y a eu un conseil de défense à l'Élysée sur ce sujet le 23 octobre. Vous avez remis au chef de l'État un pré-rapport. Le contenu n'est pas public, ne sera pas rendu public. Voilà la transparence. Alors, une question toute simple. Est-ce que dans ce rapport, il y a l'hypothèse de la fermeture de bases militaires françaises dans ces pays? Est-ce que c'est sur la table, oui ou non? Voilà. Écoutez la réponse. Dans les contacts
qu'il peut y avoir au niveau des chefs d'État, aucun sujet n'est tabou. Mais dans le travail que j'ai effectué à la demande du président de la République avec les 3 pays où je me suis déjà rendu, le Sénégal, ça n'a pas pu encore se faire puisqu'ils sont encore dans une séquence électorale. Et d'ailleurs, c'est la première chose qui m'a été dite. Jean-Marie Bockel parle. Il n'y a pas de demande de départ. Il y a un accord pour faire évoluer le dispositif. En fait, le cœur... Donc, vous avez entendu Jean-Marie Bockel. Il n'y a pas de demande de départ, disait-il, au Gabon, pas de demande de départ au Tchad. Et il dira plus tard dans la même émission que le président Bassirou Diomaye Faye, reçu à Paris, et questionné sur ce point, avait dit au président Macron, en sa présence, au palais de l'Élysée, que ce n'était pas pour le moment à l'ordre du jour et qu'il prenait le temps de réfléchir. D'accord? Donc, on peut dire de manière incontestable que l'article que nous avons lu profite à la posture du gouvernement français qui veut maintenir à tout prix une présence militaire en Afrique. Mais pourquoi la France veut-elle maintenir à tout prix une présence militaire en Afrique? Mais parce que la présence militaire est la condition de la pression psychologique sur l'élite politique des pays africains, afin que cette élite continue de mettre à la disposition du capitalisme d'État français les richesses africaines. La présence militaire est un instrument de l'influence politique, donc en fait de la domination politique, laquelle est un instrument pour la domination économique et un adjuvant de la domination culturelle. Donc le maintien à tout prix de bases militaires françaises sur le sol africain est l'une des conditions des avantages économiques que la France compte continuer à tirer d'Afrique, l'une des conditions de la prépondérance sur les affaires politiques africaines qu'elle veut maintenir et sur le contrôle mental des idées des Africains qu'elle veut assurer, dans le cadre de ce qu'elle appelle sa guerre informationnelle. Tout le monde a compris? Voilà le premier bénéficiaire de cette déclaration. Mais le deuxième bénéficiaire a été cité, on dit les généraux. Quand on dit les généraux, ça renvoie à quel ministère? Quel est le ministère des généraux au Sénégal? C'est le ministère de la Défense. On retrouve notre fameux général Biram Diop, le ministre de la Défense. Très clairement, cet officier qui doit l'essentiel de sa carrière à la France et à l'ONU, c'est-à-dire à la France à l'ONU, c'est la même chose d'ailleurs, puisqu'il a pendant longtemps dépendu du secrétariat général français, secrétariat général adjoint de la France à l'ONU. Il a fait toute sa carrière dans le sillage de ce secrétariat général. Le général Biram est le chef de file de ceux qui sont opposés au retrait de l'armée française, à la fermeture de la base militaire française et même de la petite base militaire américaine. C'est lui. Et c'est à cause de lui que Bassirou Diomaye Faye ne s'exprime pas clairement sur le sujet. Parce qu'il ne veut pas retourner la grande muette contre lui, alors qu'il n'en a pas encore entièrement pris le contrôle. Vous avez compris la complexité? Or, moi, il y a pratiquement 6 mois, je vous ai dit que ce monsieur-là, que j'ai entendu menacer la CEDEAO, que ce monsieur était une menace pour le pouvoir PASTEF. Et que si PASTEF était devenu un pouvoir ambigu, c'était parce que PASTEF ne contrôle pas l'armée sénégalaise. L'armée sénégalaise est encore sous le contrôle de la France-Afrique. Donc, le deuxième bénéficiaire de cette pression mise sur PASTEF, ce sont les représentants de la France-Afrique dans l'armée sénégalaise. Cette sortie dans les journaux profite au maintien des bases militaires françaises au Sénégal et plus largement en Afrique, et elle profite aux représentants du néocolonialisme français dans l'armée sénégalaise. Le chef de file de ceux-ci, c'est Biram Diop, celui qui a menacé de ramener de gré ou de force les pays de l'AES dans la CEDEAO. Vous êtes donc obligés aujourd'hui, même vous, mes frères et sœurs du Sénégal, partisans de Diomaye et de Sonko, qui ne m'aimez point, parce que je les critique, vous êtes obligés de me donner raison. Il y a un problème entre la direction politique actuelle du Sénégal et le commandement de l'armée. Le commandement de l'armée ne fait pas encore, n'exécute pas encore, n'obéit pas encore au commandement politique. Mais comme vous êtes des Saint Thomas et que vous avez toujours besoin que le docteur des preuves vous en donne à volonté, je vous donne un deuxième élément. C'est le conflit qui a éclaté pendant la période électorale, avant les législatives, entre le PASTEF de Sonko et le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouvertement, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko,
a reproché au ministre de la Justice, au ministre de la Défense et de la Sécurité de ne pas faire leur travail et de laisser les partisans de Macky Sall agresser ceux de PASTEF et de ne pas obéir aux ordres de lui, le Premier ministre chef de gouvernement, leur demandant de faire régner la loi et de punir ceux qui font usage de la violence contre les militants de PASTEF. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, chef du gouvernement, a lui-même publiquement révélé, eh bien, la tension, le conflit qui existe entre lui et justement les militaires. On va bloquer le sieur Khalifa Bari qui est en plein délit sur notre page YouTube, alors qu'il pourrait aller exercer son art de la sincérité sur sa propre page. Khalifa Bari, allez-y. Khalifa, allez-y sur votre page tenir une conférence sur la sincérité panafricaniste, puisque Mamadi Doumbouya représenterait cette sincérité en Guinée. Allez-y. Laissez le travail de mon rapport. Laissez mes amis m'écouter calmement, tranquillement. Khalifa Bari. Bon, on l'a bloqué, non? Est-ce qu'il n'est pas bien bloqué là? Rassurez-moi qu'il est bien bloqué. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Bon, je le bannis, c'est tout. Qu'il dégage de ma page. Khalifa, allez au diable Vauvert. Voilà. Qui d'autre trouble la classe là? Qui d'autre trouble la classe? Donnez-moi les noms des troubleurs. L'Institut de l'Afrique des libertés ne tolère pas les troubleurs. Voilà. Ok, très bien. On avance. Khalifa dehors. Khalifa, il faut aller sur ta page Facebook, YouTube, tu fais une conférence. Et tu comptes le nombre de gens qui t'écoutent quand tu vas débiter tes balivernes. Je reviens ici. J'avais déjà souligné que j'avais des preuves qu'il y avait une tension entre l'exécutif et l'armée au Sénégal. Je l'avais souligné, oui ou non. Quand Ousmane Sonko personnellement est sorti pour critiquer son ministre de la Justice, son ministre de la Sécurité, et donc le ministre de la Défense, en disant que ceux-ci n'obéissent pas à ses ordres. Sonko s'était même plaint qu'il avait adressé des doléances au chef suprême des forces armées du Sénégal, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et que celui-ci n'avait pas agi. Mais pourquoi Bassirou n'agit-il pas? Mais parce que le couteau n'est pas dans sa main. Le couteau est dans les mains de Biram. Biram est à la tête des forces létales les plus importantes du Sénégal. Et par conséquent, Sonko et Diomaye flippent. Ils sont dans la crainte permanente d'un coup d'État de Biram. Voilà la vérité. Maintenant, la vérité est nue. Même les partisans de PASTEF seront obligés de venir applaudir leurs serviteurs. Je vous ai dit la vérité, même à mes propres détriments. Vous m'avez dit tout le mal que vous pensiez de moi, mais maintenant, la vérité vous rattrape. Donc, on peut conclure. Ce Biram Diop, depuis très longtemps, a montré qu'il n'obéirait pas à la philosophie panafricaniste originelle de PASTEF. Il a montré depuis longtemps qu'il était l'homme de la France-Afrique, l'homme du néocolonialisme, l'homme de l'impérialisme. Et le peuple sénégalais doit noter qu'il doit redoubler de vigilance s'il ne veut pas se faire voler sa révolution. Les dirigeants sénégalais actuels, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le premier ministre Ousmane Sonko doivent dardard sortir de l'ambiguïté et renouer avec le programme populaire révolutionnaire panafricaniste qui leur a permis de gagner les 2 élections. S'ils continuent dans l'ambiguïté, ils seront renversés par les France-Africains et le peuple sénégalais ne sortira pas pour lutter pour eux. D'autant plus que les plus de 100 Sénégalais qui ont été massacrés parce qu'ils ont cru au mot d'ordre de Sonko et de Diomaye ne voient toujours pas la justice être rendue pour eux. Les enfants des gens qui sont morts dans les rues du Sénégal à l'appel de Sonko et Diomaye, ils ne savaient pas que Sonko et Diomaye se précipiteraient pour donner à Macky Sall l'amnistie et pour empêcher que justice, vérité et réparation soient faites à leurs enfants. Ça, honnêtement, le peuple sénégalais a été surpris par la vitesse à laquelle
eh bien, les centaines de filles et fils du Sénégal qui ont été blessés, tués par Macky Sall, ont été passés par perte et profit par ceux qu'ils juraient, leur panafricanisme, leur révolution, et même qu'ils étaient des réincarnations de Sankara, des réincarnations de Nkrumah, de Amilcar Cabral, de Nelson Mandela, des réincarnations de Lumumba, de Modibo Keïta. Tous ceux-là qui avaient juré cela, tout d'un coup, amnistièrent ceux qui avaient massacré notre peuple. Et ça, les Sénégalais ont gardé une dent contre Sonko et contre Diomaye pour cela. Ils ont intérêt à affronter clairement la contestation de leur autorité qui émane de ces généraux félons qui sont de mèche avec la France-Afrique et qui ne rêvent que de la revanche du grand soir néocolonialiste France-africain pour instaurer un régime de style oligui-nguémaïque à Dakar. Un régime, eh bien, de bourgeoisie comprador militaire, un régime France-africain. Voilà la vérité. Elle est comme mon nez sur ma figure. Que mes frères et sœurs sénégalais me pardonnent d'avoir eu raison trop tôt. Ceux qui ne m'ont pas écouté, qu'ils réexaminent les preuves et qu'ils m'oublient moi. Examinez les preuves. Les déclarations qui sortent dans la presse, les déclarations des officiels français, les déclarations de votre Biram Diop, votre ministre de la Défense, les déclarations d'Ousmane Sonko, sa propre méfiance envers la défiance de son ministre de la Justice, de son ministre de la Sécurité et donc de son ministre de la Défense. Tous ces éléments constituent un bouquet de preuves qu'il y a une crise politico-sécuritaire qui risque de s'aggraver au Sénégal si le président Bassirou Diomaye Faye n'assume pas pleinement, en phase avec son peuple mobilisé, les fonctions de chef suprême des forces armées. S'il continue ses atermoiements, ses hésitations, s'il continue à faire la danse bafia ou à faire le blé baoulé, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, c'est là-dedans que Django sera souffert, comme on dit à Abidjan. C'est dans son 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, qu'il va faire un pas dans le trou. Et ce sera fini pour le pouvoir Pastef. Bien que je sois un critique du pouvoir Pastef, je ne le leur souhaite pas parce que je connais la souffrance que le peuple sénégalais a consenti pour que ce pouvoir Pastef existe. Camarades de Pastef, réveillez vos dirigeants. Demandez-leur de sortir de l'aventure ambiguë et d'assumer le programme panafricaniste révolutionnaire qui leur permettra de renouer pleinement avec l'Alliance des États du Sahel et avec l'écrasante majorité des Africains du continent et des diasporas. C'est ce que je voulais dire sur ce sujet et je crois que je l'ai plutôt bien dit, n'est-ce pas? Je l'ai même assez dit. Je l'ai bien dit et je l'ai assez